rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Quand la chance tourne de Jack Ritchie. Est un petit casino situé en plein centre d'Atlantic City. Pour John Linker, le patron, les affaires marchent plutôt bien. La boîte rapporte au moins $2000 par jour. Pourtant, les gens gagnent de temps à autre, mais ils ne savent pas s'arrêter à temps. Combien il en a vu partir au petit matin, complètement ruiné. Ce soir-là, tandis qu'il se promène au milieu des tables de roulette, son attention est attirée par un petit homme qui le regarde en souriant. « Qui c'est ce type ?» demande John à son assistant Eric Savin. « Drôle de zèbre, » soupire Eric. « Il a commencé à jouer hier soir, il a gagné. Et j'ai bien l'impression qu'il remet ça aujourd'hui. Il affirme partout qu'il a trouvé une martingale. » Foutaise. Les martingales n'existent pas, Eric. On est payé pour le savoir. Le temps travaille pour nous. S'il gagne aujourd'hui, il perdra demain, voilà tout. Le hasard ne reste jamais longtemps du côté des joueurs. Espérons-le, John, espérons-le. Mais moi, j'avoue que ce type me fait peur. Il a l'air tellement sûr de son système. Vers 3 heures du matin, le mystérieux joueur se retire de table. Il ratisse tous ses jetons d'un air gourmand et les enfourne dans ses poches. À vue de nez, il y en a pour $1000, se dit John. Il se tourne vers Eric. « Dites-moi, mon vieux, combien est-ce qu'il a pris à la banque en arrivant ?»« $500, soupire Eric. « Il a encore gagné. » À ce moment, John Linker voit entrer dans le casino le sergent Henderson. Il vient à sa rencontre. « Qu'y a-t-il pour votre service, Harry ? Vous avez un client nommé Freddy Stenfer ce soir ?»« Jamais entendu ce nom-là, shérif. »« C'est moi !» s'écrie une petite voix dans le dos de John. Linker se retourne. C'est le petit joueur mystérieux. Il est en âge et palpe nerveusement la liasse de billets qu'il a retirée à la caisse. « Merci d'être venu, » dit-il au policier. « Je vous ai fait appeler car je transporte une grosse somme d'argent et j'ai peur d'être agressé. On dit que les patrons des casinos sont furieux quand on gagne chez eux. Parfois, ils cherchent même à se venger. » Rassurez-vous, monsieur, sourit John. Je ne vais pas ruiner la réputation de cette maison pour quelques billets de banque. Au contraire, d'ailleurs, vous me faites une excellente publicité. Vous êtes la preuve vivante qu'il y a aussi des joueurs qui gagnent. J'espère que vous parlerez de nous quand vous rentrerez dans votre patelin. Mais je n'ai pas du tout l'intention de partir. J'ai une excellente martingale et je compte jouer ici pendant plusieurs mois. Quand votre casino sera ruiné, j'irai tenter ma chance ailleurs. Vous êtes le bienvenu, réplique John. Si vous voulez revenir demain et laisser votre chemise, c'est votre droit. Je vous croyais plus intelligent, c'est tout. On verra bien. Maintenant, si vous voulez bien m'escorter jusqu'à mon hôtel, sergent. Les rues ne sont pas sûres. Le sergent Anderson hausse les épaules et regarde John Linker d'un air impuissant. Ok, dit-il au joueur. Je vais vous raccompagner. Mais vos craintes sont parfaitement injustifiées, monsieur. Je connais John depuis longtemps et il n'a pas l'habitude de détrousser ses clients. Le sergent s'éloigne avec son protégé qui se retourne pour jeter un coup d'œil triomphant à Linker. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demande Eric Savin en s'approchant de son patron. « Vous croyez qu'il va vraiment revenir demain ?» « Oui, je le crois. Visiblement, c'est un cinglé, un paranoïaque. Il est sûr d'avoir trouvé la martingale du siècle. Mais demain, il perdra. Vous verrez sa tête, alors. Tiens, rien que d'y penser, j'ai pitié de lui. Mais il vous fait pas peur, patron? Écoutez, Eric, je comprends pas ce qui vous arrive. Vous croyez aux extraterrestres, aux tables tournantes, au vaudou? Non, vous n'y croyez pas? Eh bien, les martingales, c'est la même chose. On peut limiter les risques au maximum, élaborer des stratégies à l'aide des ordinateurs les plus perfectionnés, mais à la fin, c'est le hasard qui est le maître. Les petits malins qui croient apprivoiser la chance finissent tous à l'asile, ou alors avec une balle dans la tête. Tenez, un jour, j'ai vu un de ces gars traîner par ici. Il avait une veine effrayante. Il a gagné pendant une semaine. Vous vous rendez compte? Mais le 8e jour, il a tout perdu. Tout.
Quand il est sorti d'ici au petit matin, il avait déjà l'air d'un fantôme. Il s'est tué 1 heure plus tard, et vous savez comment? En jouant à la roulette russe. Ça, on peut dire que sa chance avait tourné. Lui aussi, pourtant, il était sûr de sa martingale. Espérons que vous avez raison, patron, soupire Eric Savin. Mais j'y peux rien, moi, ce satané Stencer me donne des sueurs froides. Le lendemain soir, comme promis, Freddy Stencer s'installe à une table de roulette. Les autres clients murmurent autour de lui. Ils ont l'air décidés à suivre ses paris. Dès qu'il met une plaque sur un numéro, 3 ou 4 joueurs l'imitent sans réfléchir. John l'observe d'un air amusé. Un seul détail commence à lui porter sur les nerfs. À chaque fois qu'il gagne, Freddy Stencer pousse un petit gloussement particulièrement crispant. Vers 2 heures du matin, Eric rejoint son patron d'un air affolé. La banque est en train de sauter, monsieur. Pour l'instant, nous perdons 5 000 $ et nous n'avons que 4 000 en réserve. Les autres parieurs suivent chaque coup de Stencer. Ce type est un vrai démon. Mais non, Eric, allons, pas de panique, mon petit gars. Je vais aller chez moi chercher d'autres réserves. Après tout, c'est pas la première fois que nous perdons, hein. C'est juste un hasard. Ricane nerveusement Saveur en s'épongeant le front. Non mais vous rigolez. Stencer va nous ruiner. Et en plus, comme c'est un sadique, il va prendre son temps. Nous allons devoir supporter ces insupportables gloussements pendant des semaines et des semaines. Pour la première fois, en retournant chez lui chercher de l'argent, John se sent un peu inquiet. Il a du mal à y croire, mais si c'était vrai... Si Stencer avait enfin réalisé le rêve de tous les joueurs. Linker attrape une liasse de 5 000 $ dans son coffre et tente de chasser ses pensées absurdes. Quand il est de retour au casino, il a la surprise de voir une nouvelle fois le sergent Harry Anderson. « Bonjour Harry. Me dites pas que vous êtes encore venu chercher Monsieur Stencer. C'est pas le président de la République tout de même. » Harry se gratte la tête d'un air gêné. Une nouvelle fois, John entend derrière son dos la petite voix horripilante de Stencer. « J'ai offert au sergent 200 $ par jour pour m'escorter. » « C'est vrai, oui, » dit Harry. « En plus, on dit que Fred Costanza est en ville. Ce type, ce Costanza, il tuerait père et mère pour une poignée de $. Quand il saura que Monsieur Stencer gagne tous les soirs chez vous, il risque de vouloir lui faire la peau pour empocher la mise. » Tandis que Stencer s'en va en compagnie du policier, John hausse les épaules. Mais il ne peut retenir un soupir d'agacement quand le joueur se retourne et lance « À demain !» Eric s'approche de son patron. Celui-ci lui demande « Au fait, Eric, qui c'est ce Costanza dont me parlait Anderson ?»« C'est un tueur à gages, particulièrement féroce, patron. Il est pire que Judas. Lui, il n'aurait pas trahi Jésus, il lui aurait simplement flanqué 6 balles dans le buffet. Et pour quelques $ de plus, il serait aussi occupé des apôtres. Pourquoi vous me demandez ça, patron ? Voyez-vous, moi, si j'étais joueur, je ne parierais pas un centime sur la tête de Stencer. Tant pis pour lui. On ne peut pas gagner à tous les coups. Le lendemain, Stencer gagne à nouveau. Le surlendemain aussi. Heureusement, les autres joueurs sont trop timorés pour le suivre, si bien que le casino s'en tire à peu près bien. Mais le 3e jour, Stencer semble décidé à tenter un gros coup. Il ne retire pas 500 $ à la banque comme il le fait habituellement. Ce soir-là, il demande 10 000 $. John Linker a du mal à garder son calme en le voyant compter et recompter ses plaques d'un air satisfait. Un quart d'heure plus tard, Eric rejoint John. « Où on en est ?» demande ce dernier. Stencer a déjà gagné 3 000 $, patron. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il est le seul à gagner. Sur l'ensemble, notre recette est presque la même que d'habitude. Pourtant, les autres joueurs suivent ses paris. Non, dit John. Ils ne suivent pas exactement ses paris. C'est pour ça qu'ils perdent. Dès que Stencer fait un mauvais coup, ils l'abandonnent. Puis, ils se remettent à jouer comme lui 3 coups après. Or,
Pour être efficace, une martingale doit être suivie scrupuleusement. Ah, vous finissez donc par y croire à cette fichue martingale, patron? Je sais plus, Eric. Vraiment, je sais plus. Le lendemain, à son grand étonnement, John ne trouve pas Spencer dans la salle. Il a un instant d'espoir. Ce joueur de malheur est peut-être parti écumer d'autres casinos. Mais Eric le rejoint. Patron, Spencer vous attend dans votre bureau. Je l'ai fait entrer. Il m'a dit qu'il avait une proposition à vous faire. Une proposition? Bon, se dit John. Allons-y, j'ai rien à perdre. Quand il entre dans son bureau et qu'il entend le petit gloussement familier dans le fauteuil, John serre les poings. Il a follement envie de se jeter sur Spencer pour lui tordre le cou. Il s'assied néanmoins face à lui et l'invite à parler. Voilà, dit le joueur. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai trouvé une martingale. Les martingales n'existent pas, réplique John. Vous voulez parier? Bon, d'accord, admettons. Continuez. Je n'ai pas envie de vous ennuyer plus longtemps. En plus, si je reste, les autres parieurs vont finir par imiter parfaitement mon jeu et en un mois, vous serez ruinés. Or, ça n'est pas mon but. Je ne veux pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc, je suis disposé à partir, mais à une condition. Voilà. Si je vous promets de ne plus jouer chez vous, vous me verserez $1000 par semaine jusqu'à la fin de mes jours. Linker ne répond pas. Finalement, c'est Spencer qui rompt le silence par son horrible petit rire. Je vous laisse réfléchir, monsieur Linker, mais c'est par pure courtoisie, car entre nous, vous n'avez pas le choix. Comme je suis bon prince, ce soir, je ne jouerai pas, mais demain, il faudra me donner votre réponse. Au petit matin, Linker ne rentre pas chez lui. Il traîne de bar en bar à la recherche de Fred Costanza. C'est la seule solution, se répète-t-il pour la 100e fois. Je ne peux pas donner à ce cinglé ce qu'il me demande. Si j'accepte, il doublera bientôt ses prix. Dans 6 mois, dans 1 an, il me dira que la vie a augmenté, qu'il veut revoir ses conditions. Non, je serai pieds et poings liés. C'est la seule solution. Enfin, après avoir demandé dans une dizaine de bistrots, John trouve enfin la trace du tueur à gages. Un clochard s'approche de lui et lui dit « Vous cherchez Fred, pas vrai? C'est pour une affaire, je suppose. » « Oui, » répond John. « Oui, j'ai quelque chose à lui demander. » Le clochard demande à John de le suivre. Après avoir emprunté plusieurs ruelles sordides, ils entrent dans un vieil immeuble et commencent à grimper l'escalier. Enfin, le clochard pousse la porte d'une chambre minable. Allongé sur le lit, un homme sursaute. « Du calme, Fred, du calme. Ça, monsieur a besoin de tes services. » D'un air dégoûté, Linker s'assied sur le bord du lit. Une fois que le clochard est sorti, il commence à expliquer à Costanza ce dont il s'agit. « Ça ne sera pas facile, » précise John. « Tous les jours, un policier vient attendre Spencer à la sortie du casino. Vous croyez que c'est quand même faisable? »« C'est mon domaine, » répond Costanza. « Je fais des miracles. Mais va falloir y mettre le prix, monsieur Linker. Voyez-vous, je traverse une mauvaise passe en ce moment. Et combien? » Le couple Linker. $10 000. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me prendre pour un milliardaire, se demande Linker. $10 000. Enfin, c'est encore la meilleure solution. D'accord, dit-il. Est-ce que je peux vous demander quand et comment vous allez procéder? Demain, votre Spencer sera mort. Quant à savoir comment, j'ai toute la journée pour y réfléchir. Je vous demande juste de me glisser $5 000 sous la porte avant midi. Vous me donnerez le reste après le travail. Le soir, John voit arriver Spencer et il ne peut s'empêcher de sourire.
Dans quelques heures, je serai débarrassé de lui, se dit-il. Alors, vous avez réfléchi, monsieur Linker? Oui, j'ai réfléchi. Suivez-moi dans mon bureau. Il donne à Spencer $1000. Vous ne le regretterez pas, dit ce dernier. Après tout, qu'est-ce que c'est que $1000 par semaine? Linker raccompagne Spencer vers la sortie, mais celui-ci reste près de la porte. Non, je préfère attendre le sergent Anderson. Un accident est si vite arrivé. Bientôt, on entend la sirène de la voiture de police. Le policier entre dans le casino et, en le voyant, Linker sursaute. C'est Costanza. Le sergent Anderson n'a pas pu venir ce soir, dit-il à Spencer. Il m'a chargé de le remplacer. Je vais vous raccompagner chez vous. C'est d'accord, répond Spencer. Je vous suis. Et vous, monsieur Linker, n'oubliez pas, à la semaine prochaine. John entend la voiture démarrer et s'effondre dans un fauteuil. Dans quelques minutes, se dit-il, Costanza l'aura abattu. Mon cauchemar sera terminé. Le lendemain soir, alors que John attend Costanza, il voit arriver le sergent Anderson. Bonjour, Linker. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Freddy Spencer ne vous embêtera plus. Il a été tué. Tué? Oui. Par Costanza, le soi-disant flic qui est venu chercher Spencer hier, c'était lui. Nous le cherchions dans toute la ville parce qu'il avait volé une voiture de police. Il avait dû s'apercevoir que je raccompagnais Spencer tous les soirs alors et il s'est fait passer pour l'un de mes adjoints. Mais on sait pourquoi il a fait ça? Non, pas encore, John. Oh, ça doit être un règlement de compte. Ce Spencer était un escroc. Oui, il faisait semblant de gagner à tous les coups pour rançonner les casinos. Attendez, comment ça, il faisait semblant de gagner? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai été prévenu cet après-midi par la police de Las Vegas. Spencer s'asseyait à une table et il commençait à jouer. Discrètement, un complice venait lui bourrer les poches de jetons. Comme ça, Spencer avait toujours plus de jetons en partant et tout le monde était certain qu'il gagnait. Au bout de quelques jours, il proposait un marché au casino. Il s'arrêtait de jouer, mais en échange, le patron lui remettait une certaine somme chaque semaine. Vous l'avez échappé belle, John. Spencer se préparait à vous rançonner, vous aussi. Bon, allez, maintenant, il faut que je vous laisse. Je vais voir si Costanza a déjà tout avoué. Sergent, vous croyez que Costanza avait un complice? Enfin, vous croyez qu'il a fait ça pour le compte de quelqu'un? Ah, ben je vous dirai ça demain, John. S'il y a un commanditaire, Costanza ne tardera pas à nous donner son nom. Après tout, c'est pas pour rien qu'on le surnomme Judas. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés avec tant de talent par Serge Sauvion. Aujourd'hui, c'était Quand la chance tourne de Jack Ritchie. Et chaque mois, vous pouvez découvrir des nouvelles histoires à suspense dans la revue Hitchcock Magazine.